Bonjour à tous. Donc la problématique travail, que ce soit à travers l'enjeu de démographie agricole et même l'enjeu autour du salariat, est devenu aujourd'hui, mais aussi pour demain, un facteur extrêmement limitant au niveau de l'élevage laitier. Et on va tout d'abord commencer par l'enjeu démographique. Alors vous avez tout d'abord un premier graphique à gauche, la pyramide des âges des éleveurs laitiers français. En bleu, les hommes, en rouge, les femmes, que l'on compare à la population active française, que vous voyez en noir, et on repère, on remarque une pyramide extrêmement déséquilibrée. Effectivement, 50% des éleveurs laitiers français ont plus de 50 ans. Alors à droite, vous avez le taux de remplacement des départs par secteur agricole. Vous avez différents secteurs agricoles. On repère la courbe bleu foncé qui correspond au bovin lait. Alors deux constats. Le premier, c'est le recul, la baisse du taux de remplacement en élevage laitier. Aujourd'hui, on est à 40-42%. Et le deuxième constat, en élevage laitier, c'est le taux de remplacement le plus faible que l'on observe en agriculture. Alors plus spécifiquement pour la Bretagne, on est sur la même forme de pyramide des âges qu'au niveau français, avec toutefois davantage, je dirais, d'éleveurs qui ont plus de 50 ans. On est à 55% des éleveurs qui ont plus de 50 ans. Et ce graphique vous montre, donc sur l'échelle en bas, ce sont la part des éleveurs qui ont moins de 40 ans. Sur l'échelle en verticale, ce sont la part des éleveurs qui ont plus de 55 ans, pardon. Plus vous allez donc vers le haut, plus vous avez d'éleveurs âgés, et plus vous allez donc vers la gauche, moins vous avez de jeunes agriculteurs parmi les éleveurs. Donc sont repérés les départements français, en rond sur les ronds, ce sont les départements français, et spécifiés en vert les départements bretons. Donc on remarque que les départements bretons sont plus sur la case en haut à gauche. Et effectivement, 55% donc des éleveurs laitiers bretons ont plus de 50 ans, 34% ont plus de 55 ans, et seulement 20% ont moins de 40 ans. Et c'est le département du Finistère qui compte la part d'éleveurs de plus de 55 ans la plus haute, avec 38%. Donc voilà, une pyramide des âges, effectivement, et avec des éleveurs âgés en nombre. Au niveau des installations, on tourne ces dernières années autour de 260 installations par an. Hop, je vais trop vite. Donc à gauche, vous avez le nombre annuel d'installations en bovin lait en Bretagne. Donc c'est toute installation, aidée, non aidée, moins de 40 ans, plus de 40 ans. Et donc on voit sur les 10-15 ans, donc on est autour de 260 installations laitières par an. Ça représente un quart des installations bretonnes, les installations laitières. Et 70% des installés ont moins de 40 ans. À droite, vous avez les installations aidées en lait en Bretagne, donc depuis le début des années 2000 jusqu'en 2022. Donc, sur la première période, on était autour de 315 installations aidées en lait en moyenne, donc un nombre assez important, mais on était sur une période de départ à la retraite des papy-boomers. On avait aussi mis en place des mesures de pré-retraite, donc avec un départ conséquent d'éleveurs avant l'âge de la retraite. Et ces installations aidées en lait représentaient 56% des installations aidées totales de la région. Arrêt des mesures de pré-retraite en 2008, donc on voit une petite cassure dans le graphique. Ces 10-15 dernières années, on tourne autour de 190 installations aidées, donc en moyenne en lait, en Bretagne, ce qui correspond à 40% des installations aidées bretonnes. Donc une place moindre du lait dans le total des installations aidées, comme vous pouvez le remarquer. Concernant le taux de remplacement, il est un petit peu plus faible qu'au niveau français, c'est 2-3 points de moins. Donc on est là aussi sur un taux de remplacement plutôt faible. On parle aujourd'hui donc de choc démographique, non pas lié à la baisse des installations, car comme vous pouvez le voir, on a des installations qui se sont plutôt maintenues, mais plutôt à des départs massifs. Et aujourd'hui, on est en haut, je dirais, de la courbe de départ, donc avec des départs qui ont eu lieu de façon importante ces dernières années. On va encore avoir une vague de départ importante ces prochaines années. Concernant l'évolution du cheptel laitier, donc vous avez ici en courbe les effectifs de vaches laitières depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui.
Et en histogramme, vous avez l'évolution mensuelle par rapport à N-1. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plutôt une progression du cheptel laitier jusqu'en 2019, et depuis 2019, un recul du cheptel laitier breton, avec un recul qui s'est accéléré en 2022 et 2023. Donc depuis fin 2018, la Bretagne a perdu 10% de son cheptel laitier, avec un département où on a eu une baisse un peu plus marquée, le Finistère, 13% de baisse, l'Ille-et-Vilaine est le département où la baisse a été plus faible, avec 8% de recul. Donc baisse de cheptel, on reverra ça tout à l'heure avec Sophie, donc des agrandissements au niveau des exploitations qui ont été plutôt modérés, et donc un impact important sur le niveau de collecte de lait de vache en Bretagne. On a effectivement un recul depuis 2020, moins 0,8% de baisse de collecte en 2020 par rapport à 2019. En 2021, c'est moins 0,5% par rapport à l'année d'avant, moins 0,4% en 2022, et un recul extrêmement marqué sur 2023. Donc là, je vous ai mis les chiffres 8 mois 2022 comparé à 8 mois 2023, mais j'ai même les chiffres sur 9 mois. On est à moins 3,5% de recul de collecte. Et quand on regarde donc par rapport à 2019, c'est moins 4,4% sur 8 mois 2023 par rapport à 8 mois 2019, donc un recul plutôt extrêmement significatif de la collecte de lait de vache en Bretagne. Alors, merci Christine pour cette première partie. Je vais enchaîner avec un autre bouleversement qui a touché l'agriculture dans son ensemble et la filière laitière en particulier ces dernières années, et en particulier en Bretagne aussi. C'est les difficultés de recrutement croissantes de main-d'œuvre. Donc ce que l'on voit ici sur le graphique, c'est la part de projets de recrutement qui sont jugés difficiles par les exploitations agricoles en Bretagne. Donc là, on est tous secteurs confondus. Mais on voit bien que, tous secteurs confondus, entre 2015 et 2022, cette part de projets jugés difficiles a quasiment triplé, donc en l'espace de 7 ans seulement. Et on sait que la filière laitière est particulièrement touchée par cette difficulté de recrutement de main-d'œuvre, puisque selon les chiffres de l'ANEFA, il faut attendre en moyenne 4,2 mois pour qu'un besoin en main-d'œuvre soit comblé en lait en Bretagne. C'est la filière dont la durée d'attente pour qu'un besoin de main-d'œuvre soit comblé est la plus longue en Bretagne. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Eh bien, tout d'abord parce qu'il y a eu un développement très important du salariat dans la filière laitière, donc un besoin de main-d'œuvre beaucoup plus important ces dernières années, puisqu'on est passé de 3% des UTA en 2000 à 20% des UTA en 2020, en ce qui concerne le salariat dans la filière laitière. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce développement très important ces dernières années? D'abord, bien parce que on l'a vu, les exploitations ont tendance quand même à s'agrandir de plus en plus donc sur les dernières décennies. Donc il y a forcément derrière un besoin en main-d'œuvre plus important aussi. Par ailleurs, même si l'exploitation dite familiale reste encore majoritaire, on sait que progressivement la main-d'œuvre familiale tend à se réduire et laisse de plus en plus de la place à un salariat hors famille. Et en particulier dans les GAEC qui se sont développés avec l'agrandissement des exploitations, les GAEC parents-enfants, on sait qu'il est assez compliqué de remplacer un parent qui part en retraite. Et donc la solution, entre guillemets, la plus facile dans ce cas-là, c'est de remplacer ce départ du parent par un salarié. Et donc tout ça pris ensemble fait que finalement, on a un salariat agricole qui s'est fortement développé dans la filière laitière, et forcément avec un besoin qui est beaucoup plus important et qui explique aussi ces difficultés de recrutement. Et par ailleurs, à côté de ça, on a aussi une évolution du rapport au travail. Dans la société dans son ensemble, et le secteur agricole n'échappe pas à cette évolution. Aujourd'hui, on le sait, en particulier depuis la crise du Covid, le temps imparti au loisir, à la vie de famille, etc. est devenu beaucoup plus important par rapport à ce qui était avant. Et donc forcément, la filière laitière, avec le travail en astreinte, avec des heures assez conséquentes, mine de rien, de travail dans les exploitations, et forcément fragilisé par cette évolution du rapport au travail dans la société. Et un dernier point aussi qui peut expliquer cette croissance importante de difficulté de recruter des salariés agricoles au sein de la filière laitière. Donc ici, j'ai repris le premier graphique que je vous ai montré au départ.
Et je l'ai mis en parallèle avec le taux de chômage en Bretagne, où on voit qu'on a vraiment une corrélation quasi parfaite, inversée entre les deux graphiques. Hein. Donc plus le taux de chômage en Bretagne est faible, plus il est difficile de recruter des salariés agricoles de manière générale et dans la filière laitière en particulier. Donc on voit bien ici que la question aussi, hein, forcément, lorsque on a un taux de chômage faible, eh bien, les personnes qui sont en recherche d'emploi vont plutôt aller vers des emplois donc, qui sont aussi plus attractifs que l'emploi agricole en filière laitière. Et donc ici, l'enjeu, hein, forcément, pour répondre à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut relancer, quelles solutions pour relancer l'attractivité de l'élevage bovin laitier, et en particulier sur la question du salariat. Alors, pour poursuivre maintenant sur un autre point aussi, hein, qui a fortement impacté et fortement touché la filière laitière ces dernières années, c'est la question du dérèglement climatique et la question du partage de la ressource en eau. Et donc, on le sait tous, hein, en 2022, il y a eu une sécheresse inédite qui a touché la Bretagne, dont personne ne pouvait imaginer l'ampleur, hein, finalement jusqu'en 2022. Avec, on le voit ici, hein, la carte donc, des réserves en eau des sols fin août 2022, donc à la fin de l'été, où on voit que quasiment toutes les réserves en eau sont dans un état très sec à la fin de l'été. Donc là, c'est vraiment une situation qu'on ne pouvait pas imaginer avant cette année. Et avec des impacts forcément, hein, sur les rendements de maïs, donc moins 13,8% en moyenne sur la moyenne quinquennale, et sur la pousse de l'herbe aussi entre moins 25 et moins 30% par rapport aux normales saisonnières en 2022. Alors, et on sait que c'est un phénomène qui est amené à se reproduire, puisque on sait que le dérèglement climatique va se poursuivre et va forcément avoir des impacts, d'une part en termes de température. Donc ici, on voit donc sur les prévisions pour l'horizon, alors sur la carte c'est 2051-2070, on voit que donc la carte ici c'est sur les écarts à la référence actuelle, donc jusqu'à 90-2005. Sur l'ensemble de l'année, on voit que la hausse des températures sur l'ensemble de l'année est entre plus 1 et plus 2 degrés sur quasiment toute la Bretagne, avec seulement des secteurs sud de la Bretagne qui seront un peu plus impactés, entre plus 2 et plus 3 degrés sur l'ensemble de l'année. Donc on a une hausse des températures sur l'ensemble de l'année, mais une hausse des températures encore plus importante sur la période estivale. Donc ici, toujours la même carte, toujours 2051-2070, mais uniquement pour la période estivale. On voit ici que la hausse des températures sera plutôt autour de 2-3 degrés pour quasiment la totalité de la région sur la période estivale. Donc une pression en termes de hausse des températures encore plus forte, en particulier sur la période estivale. Et avec forcément derrière aussi une augmentation de journées dites chaudes, c'est-à-dire supérieures à 25 degrés entre avril et juin, donc de plus 3, plus 7 journées chaudes sur cette période de l'année. Ça correspond en fait à un doublement du nombre de journées chaudes par rapport à ce que l'on connaît actuellement. Et donc, en plus de ce réchauffement climatique, hein, de cette hausse des températures, donc on a cette tendance qui apparaît, que l'on observe aussi ici sur ce graphique, hein, lorsqu'on regarde les prévisions jusqu'en 2100. En plus de cette hausse moyenne des températures, on sait aussi que le dérèglement climatique va entraîner une hausse des fréquences des événements dits exceptionnels, comme ce que l'on a connu finalement en 2022, avec à la fois des températures élevées et une sécheresse. Donc on va avoir cette fréquence, hein, de plus en plus importante de sécheresse et de hausse de température combinées qui sont assez impactantes pour la filière laitière Bretagne. Alors, j'ai regardé ici la hausse des températures. Maintenant, si on regarde ce qui concerne les précipitations, donc là, c'est la même carte que précédemment, mais pour ce qui concerne les précipitations, donc là, sur l'ensemble de l'année, eh bien, on observe que finalement, sur l'ensemble de l'année, en Bretagne, lorsqu'on regarde les prévisions de 2051-2070, par rapport à la situation des références, on a une hausse des précipitations. Là, ça peut être contre-intuitif, hein, mais on a effectivement entre plus 0 et plus 60 mm selon les secteurs de précipitations en cumul en plus que ce que l'on connaît actuellement. En revanche, lorsqu'on regarde à nouveau uniquement la période estivale, on voit que sur la période estivale, par contre, là, on a une baisse des précipitations en cumul sur la période estivale. Donc, encore une fois, associé à la hausse des températures d'autant plus importante à la période estivale, on voit bien que là, on a vraiment une pression combinée
température, précipitations en manque sur cette période-là en Bretagne. Et donc finalement, quels sont les enjeux pour l'élevage laitier en Bretagne de ce dérèglement climatique, de ces impacts? Alors ce que je montre ici, c'est le pourcentage de SAU irrigués en Bretagne comparé à d'autres régions de France. On voit qu'en Bretagne, finalement, la question de l'irrigation est secondaire par rapport à d'autres régions, puisqu'on est à 1,1% d'irrigation uniquement de SAU irrigués dans la région, très loin derrière d'autres régions. Et en plus de cela, l'irrigation principalement sert à des productions plutôt légumières, maraîchage, etc. et pas forcément pour l'élevage breton laitier. En revanche, on a un usage plus important en ce qui concerne l'abreuvement pour l'élevage. C'est l'usage majoritaire de l'eau en ce qui concerne les prélèvements pour l'élevage laitier, avec donc 63 millions de mètres cubes prélevés pour l'abreuvement en élevage, contre 20 pour l'irrigation. Sachant qu'on reste malgré tout à des valeurs très inférieures aux autres régions, puisque par exemple pour les Pays de la Loire, uniquement pour l'irrigation, on est à 170 millions de mètres cubes. Donc voilà, 3 fois inférieur à ce qu'on peut observer dans une région comme le Pays de la Loire. Et donc en plus de cela, avec la réduction des cheptels, comme l'a montré Christine, forcément les besoins globaux sont plutôt à la baisse, puisqu'on a moins de bêtes, donc moins de besoins aussi en termes d'abreuvement, même s'il peut y avoir des évolutions techniques ou réglementaires qui pourraient entraîner des hausses au niveau individuel. Et donc finalement, pour revenir à ce que j'ai montré au début sur les impacts de la sécheresse et de la hausse des températures en 2022, finalement l'impact principal, l'enjeu principal ici du dérèglement climatique, c'est la question des fourrages. On voit bien que le principal impact, ça a été sur la pousse de l'herbe et sur les rendements en maïs. Et donc l'enjeu pour l'avenir, avec le dérèglement climatique qui va s'accentuer, ça sera de sécuriser les fourrages. Donc après la problématique travail, les enjeux au niveau climat et par rapport à la ressource en eau, on a eu d'autres bouleversements qui ont concerné donc l'inflation des prix. Alors, inflation des prix qui ont eu des conséquences donc avec des hausses de charges dans la filière laitière, mais aussi des impacts lourds sur la consommation alimentaire. Alors tout d'abord, un premier graphique qui vous montre l'évolution de l'inflation globale des prix à la consommation. Donc on a tous les ans une inflation, mais depuis début 2021, cette inflation des prix a fortement augmenté, avec une hausse très très forte en 2022, qui s'est poursuivie en 2023 avec un pic atteint en 2023, et depuis quelques mois un reflux de l'inflation en octobre 2023 comparé à octobre 2022. 4% d'inflation des prix à la consommation globale. Et on peut voir en fait les composantes de cette inflation. Tout d'abord, c'est l'énergie qui a tiré vers le haut, je dirais l'inflation globale des prix à la consommation. Puis switch avec l'alimentation que vous voyez en Bordeaux. Donc les prix alimentaires ont tiré vers le haut cette inflation globale. Et là, depuis quelque temps, c'est plutôt les services qui ont une part un petit peu plus importante dans cette composante d'inflation. Alors, que s'est-il passé donc au niveau des élevages? Tout d'abord au niveau des charges. Donc en haut, vous est présenté donc l'évolution de l'IPAMPA lait de vache, qui représente une partie des charges en élevage laitier. Donc ça figure en rouge, l'IPAMPA global sur le graphique. Et vous avez quelques composantes qui sont représentées ici, en vert les aliments achetés, en bleu les engrais, en jaune orangé tout ce qui va être énergie lubrifiant. Entre janvier 2021 et octobre 2022, où on a eu, je dirais, un petit peu le pic de la hausse au niveau des charges, on a une progression de 29% des charges en élevage. Maintenant, si on regarde en termes de prix du lait, donc le graphique en bas, donc le prix du lait standard, donc éleveur, donc en France, donc sur différentes années, et on peut voir donc la hausse du prix du lait en 2022 qui s'est poursuivie et ensuite maintenue sur l'année 2023, malgré qu'on va avoir un recul des prix sur le dernier trimestre. Donc entre janvier 2021 et octobre 2022, si on peut comparer par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les charges, on est sur une hausse du prix de 32%. Alors je l'évoquais aussi, un lourd impact en fait sur les hausses de prix sur la consommation alimentaire.
Et vous avez ici les dépenses de consommation alimentaire des ménages. Donc c'est pas toute la consommation, ce sont les achats des ménages et c'est en valeur. Donc depuis le début des années 2000, parce que ça nous permet de voir quand même qu'on a en fait une hausse régulière de ces dépenses de consommation alimentaire des ménages dans le temps. Donc on est plutôt sur une tendance à la croissance de la consommation. Pourquoi? Parce qu'on a une hausse de la population française, mais également au fil du temps, on a une segmentation de l'offre, une montée en gamme aussi qui a tiré vers le haut ces dépenses de consommation alimentaire. Ensuite, on voit en 2020 le petit pic lié au Covid, parce que fermeture de la restauration hors domicile et davantage de consommation donc dans les foyers, donc une hausse de ces dépenses de consommation alimentaire des ménages, puis une stabilité, et depuis l'inflation et la guerre en Ukraine, voilà, on voit ce repli non négligeable de ces dépenses. Alors vous avez ici en haut l'indice des prix à la consommation globale en bleu et l'indice des prix à la consommation alimentaire en rouge. Donc pour vous montrer que par rapport à l'alimentaire, on a eu une hausse des prix un petit peu décalée par rapport, je dirais, à l'indice des prix global. Ça a plutôt commencé fin 2021. Par contre, on a eu des hausses extrêmement fortes des prix alimentaires. Effectivement, de novembre 2021 à août 2023, où on a eu un peu le haut, je dirais, de la hausse, on observe quand même une hausse de plus de 21% de cette envolée des prix alimentaires. Donc extrêmement important. Plus spécifiquement sur les produits laitiers, donc le graphique en bas, on a eu des très fortes hausses des prix à la consommation. Effectivement, on est entre novembre 2021 et août 2023, on est à plus 33% pour le beurre. Donc c'est le produit laitier qui a subi les hausses de prix les plus fortes, et on est à 28-26% pour les autres produits laitiers. Donc des hausses quand même extrêmement marquées. Donc face à tout ça, les consommateurs ont réalisé des arbitrages dans leur façon de consommer, des baisses des achats en volume, des préférences des consommateurs pour des enseignes moins chères, et aussi tout ce qu'on appelle la descente en gamme. Donc on achète des produits dans notre même catégorie, mais marque nationale, on passe en MDD, MDD un peu haut de gamme, on passe sur de la MDD premier prix, voilà, donc des opérations un peu qui se sont faites de cette façon-là. Et les segmentations haut de gamme ont été les plus impactées par ces arbitrages des consommateurs. Alors quand je dis segmentation haut de gamme, je pense à l'agriculture biologique, je pense aussi aux autres signes officiels de qualité. Et là, pour vous illustrer, vous avez ici les achats des ménages des produits laitiers bio. Donc en fait, ce sont les ventes en volume de produits laitiers bio et non bio en magasin. Donc en vert, donc ce sont les produits laitiers bio. En bleu, ce sont les produits laitiers non bio. Donc à gauche, vous avez 2022 par rapport à 2021. Donc on voit qu'on a eu des baisses d'achats en volume pour toutes, je dirais, les catégories de produits laitiers, que ça soit bio ou non bio. Alors en non bio, on était à -1, -7% quand même pour le beurre. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le produit qui avait subi le plus de hausse de prix, et ça se voit sur les volumes achetés. Et en vert, donc vous avez les produits bio, on est de -8 à -16% de recul des volumes, donc ce qui est extrêmement fort, avec quand même une résistance un petit peu plus forte. C'est quand même -8, -10%. Pour le lait liquide, le beurre et l'ultra frais. Dans l'ultra frais, c'est plutôt les yaourts nature, parce que ce sont des produits où on a un taux de pénétration en bio qui est quand même plus fort, et avec des habitudes de consommation. À droite, vous avez 10 périodes 2023 comparées à 10 périodes 2022. Toujours pareil, en vert, en bio, le bio, et puis en bleu, le non bio. Et là, on observe, bon voilà, sur le non bio, plutôt des faibles reculs de volume. Par contre, on a des reculs de volume de même ampleur qu'en 2022 pour les produits bio. Alors on est en pouvoir d'achat, dans un contexte de pouvoir d'achat extrêmement contraint, voilà, le prix guide fortement les achats, et d'autres, je dirais, valeurs qui peuvent guider, d'autres déterminants dans l'acte d'achat, comme la qualité, comme le climat, comme l'environnement, fait que on a c'est occulté effectivement dans ce contexte. Alors on a vu toutes les problématiques par rapport au travail. On vous a présenté tout ça. Effectivement, tout ce qui était enjeu climatique, ressources en eau. On vient de voir aussi les impacts aussi par rapport à tout ce qui est inflation et plus globalement fluctuation des prix. Avec le constat, une forte tension sur la ressource laitière. On l'a vu tout à l'heure.
depuis quelque temps une baisse de la collecte laitière qui s'opère, et aussi, comme on a pu le voir tout de suite, des évolutions qualitatives et quantitatives de la consommation, et avec évidemment aujourd'hui des interrogations sur les relations entre les producteurs et les transformateurs. Et je vais désormais donc passer la parole à Sophie Tirard qui va vous présenter plus concrètement les impacts dans les élevages. Alors, les conséquences dans les élevages. Donc là, d'abord, voilà le côté inflation, comme vient de nous dire Christine. L'année 2022 a donc été marquée par une forte inflation sur les prix des intrants, aliments, engrais, GNR et électricité. Et cela s'est traduit, vous voyez sur le schéma, par une hausse du coût de production de l'atelier laitier dans les exploitations du réseau Inosis en Bretagne, une hausse qu'on a vue à 54 € les 1000 litres. Dans le détail, en fait, les postes les plus impactés, donc c'est d'abord l'alimentation achetée, donc fourrage et concentré, où on a plus 41% de hausse de ce poste, et la mécanisation avec 13% d'augmentation. À l'inverse, malgré une forte augmentation du prix des engrais et de l'électricité, finalement, cela s'est traduit par une faible augmentation de ces postes dans le coût de production, car l'engrais, c'est à peu près 6 € les 1000 litres, et l'électricité, moins de 10 € les 1000 litres. L'augmentation a été limitée. Heureusement, cette augmentation des charges, en fait, a été compensée par une hausse du produit lait et du produit viande de l'ordre de 100 € les 1000 litres. Donc globalement, quand même, l'autonomie de son système reste plus que jamais un facteur clé pour appréhender les aléas, être en capacité de rebondir face à la volatilité des marchés, qui est de plus en plus marquée. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que l'impact de l'inflation va avoir des effets à beaucoup plus long terme. D'abord parce qu'elle s'est poursuivie cette année, en 2023, et que les impacts seront sûrement plus importants dans les comptabilités 2023. Mais surtout aussi parce qu'on observe une augmentation, comme l'a pu le dire Christine, du coût des services et du prix des matériaux et des matériels sur 2023. Et du coup, l'impact va être important sur les postes mécanisation et les postes bâtiments équipements, d'autant plus que les amortissements dans ces deux postes représentent respectivement, vous voyez, 30% et 70% du coût. Donc, et on voit que effet à long terme, parce que l'augmentation des amortissements, ça va s'étaler sur beaucoup plus d'années que finalement une inflation des intrants genre concentré qui peut être plus ponctuelle, 1, 2 ans, on espère. Donc sur le deuxième point, par rapport à toute l'évolution de la démographie et au travail dont vous a parlé Olivier, ça s'est traduit en fait dans les élevages par une augmentation de la dimension des exploitations. Vous voyez ici un tableau qui vous présente un travail qu'on a pu faire en données pluriannuelles au niveau du réseau Inosis Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire, avec les données du RIGA également Bretagne, Pays de la Loire, entre 2014 et 2020. Ça nous montre en fait qu'on a eu en fait une augmentation de la SAU autour de 10%. On note également une augmentation des UGB en fait dans les exploitations, et surtout on note 15% de lait vendu en plus entre 2014 et 2020. Donc, comme évoqué précédemment, la main-d'œuvre exploitant, elle a diminué, elle a été compensée en grande partie par une augmentation de la main-d'œuvre salariée. Mais ce qu'on veut voir, c'est que dans les exploitations du RICA, là, il y a deux façons différentes de voir. Dans les exploitations du RICA, donc, on a cette augmentation du litrage vendu. En fait, ça s'est traduit par une augmentation de la productivité du travail. Donc, c'est un passage de 235 000 à 270 000 litres par UMO. Alors que pour les fermes du réseau, on a eu une petite augmentation de la production du travail, mais surtout, on a eu un accroissement du collectif du travail et notamment de la part des salariés dans les exploitations du réseau Bretagne et Pays de la Loire. Et parallèlement, ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'on avait fait des enquêtes temps de travail dans le réseau Inosis Bretagne en 2003 et puis on en a refait en 2018 et on a noté une augmentation sensible de plus de 14 heures par semaine du travail d'astreinte dans nos exploitations du réseau Bretagne. Et ce qu'il faut noter, c'est que celles qui étaient équipées d'un robot de traite, elles n'ont pas subi cette augmentation du temps de travail. Donc, ce qu'on peut voir plus long terme, c'est cette augmentation de la productivité du travail, c'est beaucoup traduite par une hausse de la robotisation. On a maintenant plus de 85% des nouvelles installations de traite qui sont faites avec des robots de traite. Donc, ça pose des questions parce que c'est vrai que ça entraîne une augmentation du capital mobilisé, mais surtout une modification de la structure des coûts de production avec une part importante, en fait, des amortissements dans le poste bâtiment équipement. L'autre chose, comme l'a dit précédemment Olivier, c'est tous les élevages en rendent compte des difficultés à recruter et à garder les salariés. Là, il y a la part de salariat à augmenter. Cela pose bien sûr question sur l'attractivité du métier de salarié en exploitation agricole. Et de par nos observations dans le réseau, on voit qu'il y a eu des leviers activés dans certaines fermes en fait pour plus facilement recruter
Ils ont travaillé autour de l'organisation du travail, sur les conditions, sur le temps de travail des salariés, mais aussi sur les tâches qui pouvaient être effectuées par les salariés et les missions qu'on pouvait leur donner pour faciliter, je dirais, l'attractivité du métier de salarié en exploitation. Pour terminer, face à l'enjeu aléa climatique, les éleveurs donc sont préoccupés en Bretagne, même si les effets peuvent paraître moins importants quand même que dans d'autres régions. On avait réalisé une enquête également dans le réseau Inosis Ouest, donc en 2020, où les éleveurs nous ont dit ce qu'ils avaient pu activer comme levier pour sécuriser leur système fourrager face à ces aléas climatiques. Donc il y a des solutions à court terme qui ont été mises en avant, comme l'achat de fourrage, bien sûr, adapter ses rations, ensiler du maïs qui était prévu en grains, ensiler également des céréales immatures. Mais au-delà, il y en a qui ont mis en place des solutions beaucoup plus structurelles, beaucoup plus à long terme, comme par exemple au niveau des prairies, essayer de mettre en place des espèces et des variétés qui sont résistantes à la chaleur et un peu plus à la sécheresse, diversifier aussi les fourrages en mettant en place du sorgho, de la betterave, et modifier aussi tout ce qui est conduite du pâturage et du troupeau, donc les dates du pâturage, décaler, voire pour certains arrêter complètement le pâturage l'été et puis décaler vraiment en automne, voire du pâturage hivernal, et aussi décalage mettre en place des périodes de vélage plutôt groupées à l'automne pour avoir des animaux en fin de lactation au mois de juillet et août, et donc avec des besoins moindres quand la pousse de l'herbe est pratiquement arrêtée. Donc pour terminer, donc on voit que toutes les adaptations effectuées ou qui sont à venir sur les exploitations visent bien à diminuer l'impact du climat, de l'inflation et de la baisse de la main-d'œuvre dans les exploitations. L'objectif reste toujours quand même de maintenir la cohérence de l'exploitation, qui est vraiment un gage de l'équilibre et de la rentabilité. Donc, rapidement, vous voyez que la porte d'entrée de l'exploitation agricole laitière, c'est quand même le parcellaire. Il est nécessaire de privilégier des terres groupées avec une bonne accessibilité pour diminuer les temps de traction, mais aussi favoriser le pâturage. Mais face aux aléas climatiques, tout ce qui est implantation de haies ou d'arbres via l'agroécologie peut être aussi une solution pour protéger les animaux, notamment du stress thermique. Au niveau des productions animales, dans tout ce qui est assolement, rotation, on voit l'importance de la diversité des cultures, tout ce qui est le mode de conduite des cultures, qui sont des enjeux pour le climat, mais aussi pour améliorer l'autonomie fourragère, mais aussi l'autonomie en intrants. Et ne pas oublier quand même tout ce qui est qualité des fourrages et surtout la notion de stock de sécurité qui sont également à prendre en compte. Au niveau de la conduite animale, on reparle toujours voilà, de privilégier des rations économes et renforcer l'autonomie alimentaire. Mais au niveau sur le plan du travail, la taille du troupeau devra vraiment bien être mis en perspective avec la main-d'œuvre disponible sur l'exploitation. Et quand on parle de taille du troupeau, on pense au nombre de vaches par unité de main-d'œuvre, mais aussi les génisses, et donc indirectement du taux de renouvellement et de l'âge au vélage. Vous aurez quelques données plus tard. Dans certaines situations, peut-être que diminuer la production laitière devrait être envisagé sur certaines exploitations. Quant aux investissements, il faut vraiment les prioriser et le manque de main-d'œuvre, en fait, conduit en fait à une robotisation qui a un coût, et donc il faut en fait prioriser davantage les investissements sur l'élevage plutôt que sur les cultures. D'autres investissements sont aussi par rapport au changement climatique à imaginer dans les bâtiments et équipements, tout ce qui tournerait autour des économies d'énergie, mais aussi tout ce qui est bien-être des animaux et aussi bien-être des éleveurs, bien sûr. Et donc pour terminer, donc voilà, vous montrer toute la cohérence qu'il faut faire entre les choix de l'éleveur et les choix stratégiques pour répondre à ces enjeux, que ce soit les enjeux climatiques, de main-d'œuvre ou face à l'inflation, donc à la volatilité des marchés. Je vous remercie.